Christelle Sauval, qui a décidé de publier 3 livres coup sur coup sur les problèmes d'abduction. Le titre du livre, c'est Les ovnis de l'esprit, les révélations d'un abducté sous hypnose. Et effectivement, le corps du livre, c'est bien le récit des séances sous hypnose, récit que fait cet abducté grâce à l'action de l'auteur. Je reviendrai là-dessus. Il y a des problèmes de méthode, évidemment. C'est sorti le 8 septembre 2017 aux éditions Atlantes, comme j'ai dit. Et c'est donc Christelle Sauval, l'éditeur. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? Eh bien, parce que par intérêt pour le phénomène d'abduction, et puis dans la foulée de la soirée Omni Paris de septembre, on a fait, le Siro est venu, le Siro de Myriam Belmire, et donc c'est un groupe d'entraide aux abductés. Myriam Belmire elle-même est une abductée, et donc elle nous a présenté son histoire personnelle, et le Siro, ce groupe d'entraide, mais aussi d'études des abductions. Il y a un psychologue hypnotiseur qui travaille avec eux. Donc ça m'intéressait, puis je voulais faire aussi le tour du sujet. J'ai trouvé en plus des opinions favorables sur Amazon. Mais bon, les opinions favorables sur Amazon, par exemple, étude, je lis, étude menée avec un protocole sérieux par des professionnels, c'est une histoire vraie et ça fait froid dans le dos. Très bon livre, passionnant. Bon. Pour les fans de séances d'hypnose, vous allez découvrir dans ce livre que pour connaître la vérité, il faut des dizaines de séances d'hypnose et des surprises que peuvent révéler celles-ci, à lire, etc. J'arrête là. Et puis le titre, il m'intriguait aussi, les ovnis de l'esprit, parce que les abductions, a priori, dans ma petite tête, c'était quelque chose de réel ou pas, mais de physique. Et les ovnis de l'esprit, ça voulait laisser entendre qu'au contraire, c'était quelque chose de purement psychologique. Enfin, je ne savais pas ce que sur quel pied lancer, je voulais justement essayer de comprendre ce qu'il en était. Donc j'ai acheté le livre, voilà, sur Amazon, pour faire un peu de pub, enfin, s'il y en a besoin. Il y a aussi le texte sur la couverture, qui était assez mystique, je vais vous le dire, ça vaut le coup. Nous avions besoin des extraterrestres pour comprendre quelque chose que nous ne voulions et ne pouvions pas voir. L'expérience de l'abduction avait été choisie par notre conscience pour que nous puissions comprendre à travers elle cette part de nous que nous n'avions pas eu la possibilité de voir. C'était nous la création, c'était nous les créateurs de tout, même de la part extraterrestre de nous-mêmes. Signé l'auteur Corrado Malanga. Alors évidemment, quand on lit ça, on se dit « Ah, le livre va être bien orienté. » Ben, c'est pas vraiment le cas. Alors, ce livre est un peu hétéroclite, puisqu'il y a 4 préfaces, il y a 3 chapitres d'introduction, il y a le corps du livre qui relate les séances d'hypnose, j'en ai compté 9, et puis il y a 2 postfaces. Vous voyez que c'est pas le livre simple avec préface et puis texte. Préface de l'éditeur, bon, Christelle Sauval, il explique pourquoi, un peu ce que je viens de dire, pourquoi il publie ce livre. Et puis il en profite pour annoncer le prochain qu'il va publier, ce qui est pas une guerre. C'est le livre de Jacobs, qui est aussi sorti, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, le titre c'est « Il marche parmi nous ». Jacobs, c'est un grand spécialiste américain des abductions. Il y a une préface de Myriam Belmire, où elle nous parle surtout du Siro. Une préface de Jean-Libre Hérault. Jean-Libre Hérault, c'était un traducteur qui a notamment travaillé sur Roswell et puis sur Aztec. Donc sa préface est simple, relativement factuelle. Et puis lui aussi, il a introduit le prochain ouvrage de la collection, le livre de Jacob, parce que peut-être qu'il en est le traducteur, et ça aussi c'est de bonne guerre. Alors ensuite arrive la 4e préface, celle de Corrado Malanga, dont le texte que je viens de vous lire en fait partie. Cette préface, moi, j'ai du mal à croire que je lisais, c'est totalement allumé, de mon point de vue. Un incroyable déballage New Age, j'ai écrit, sans queue ni tête, où il finit par interpréter le complexe d'Oedipe. Il se met dans la peau d'Oedipe, il explique que lui ne va pas se crever les yeux, mais que c'est très compliqué, il y a beaucoup de verbiage, tout y passe. La mécanique quantique, tous les grands savants de la mécanique quantique, Bohm, Pribham, avec c'est un énorme mélange, et là, je me dis, oh là là, mon pauvre gars, il va peut-être pas en dire beaucoup plus. Allez, j'ai attaqué ensuite le corps du livre, et là, agréable surprise, donc ça change complètement. Je ne dis pas que je suis d'accord avec le contenu,
mais il est posé et factuel. C'est le récit d'une histoire vraie, enfin, ce que dit l'auteur, où tout a été filmé et photographié. Et je dirais que c'est un retour partiel au monde rationnel. Donc il y a des chapitres d'introduction où Corrado Malanga, l'auteur, explique son parcours. C'est un scientifique qui a fait de la recherche en chimie organique. Il est devenu membre du CUN. Alors le CUN, c'est une très grosse association italienne d'ufologie. C'est le centre d'ufologie nationale. Le centre d'ufologie nationale. Et lui, s'est spécialisé dans les abductions. Ensuite, d'ailleurs, il a quitté le CUN à peu près au même moment parce qu'il a considéré qu'un peu comme le GEPAN, le CEPRA en France, c'est bourré d'agents secrets. Enfin bref, c'est un peu toujours la même histoire. Il n'a pas bien percé dans le CUN, il a été mal perçu même, et il a décidé de quitter. Alors ensuite, il y a les séances d'hypnose, et je dirais que donc il trouve un témoin qui s'appelle Valerio Lonzi, et tous les livres, c'est sur un seul témoin qui va hypnotiser jusqu'à avoir tout ce qu'il peut trouver sur ce témoin. C'est d'ailleurs un peu le problème de ces méthodes, c'est qu'en réalité, l'auteur pilote le témoin. Le témoin n'est pas libre de son expression, il est poussé progressivement à dire ce que Corrado Malanga en attend. Ça, c'est mon analyse et c'est celle de la plupart des critiques italiens, puisque j'ai été dans les sites italiens et en aidant de Google, la traduction Google, qui marche assez bien avec l'italien, tout le monde est d'accord. Alors, les détails fournis par l'hypnose sont incroyablement riches. Le contacté, il a subi à lui seul tout ce que tous les contactés célèbres que vous avez entendu parler ont connu. C'est-à-dire enlèvement, contact sexuel, vision de fœtus dans des conteneurs, hybridation, les grands blancs, les petits gris, absolument tout. Donc c'est un peu étonnant, mais Corrado Malanga lui prend tout ça au premier degré. Alors, beaucoup de critiques. Moi, j'en avais trouvé, et en allant dans les sites internet, je suis retombé à peu près sur la même chose. Il n'a pas fait d'études approfondies de son témoin. Pour lui, le témoin avait des cicatrices d'un certain type, c'était la preuve qu'il avait été abducté, qu'on lui avait fait un prélèvement jusqu'à de la chair et de l'os. Donc pour lui, c'était la preuve qu'il avait été abducté. Il n'a pas cherché à savoir si ces cicatrices pouvaient être autre chose. Il avait des cicatrices dans le dos aussi. Visiblement, suite à une opération, il n'a pas cherché à savoir ce que c'est. Il n'a pas fait d'études sur la famille, alors que dans la famille, il y avait quand même, on a appris après qu'il y avait des histoires extraordinaires. Il a eu un frère mort-né, qui paraît-il qui était presque gris, qui ressemblait à un chat, qui avait des yeux étranges. Donc ça fait bien un hybride, si vous voulez. Alors est-ce que c'est un bobard inventé par la famille ou une histoire vraie? Je ne sais pas, en tout cas ça n'a pas été recherché. Bon, je ne vais pas m'attarder trop. Vous avez compris que je suis pas personne. Je suis un peu déçu parce que très franchement, ces histoires d'abduction, ça m'intéressait et si on m'avait présenté des arguments valables, j'étais prêt à acheter, mais là dans l'occasion, non, je n'achète pas. Ça ne marche pas avec moi. Bon, les autres ufologues ont d'autres critiques, mais bon, je vais laisser. Moi ensuite j'ai analysé un petit peu j'ai été dans internet et puis je me suis aperçu d'une chose. Si la préface est si différente du contenu du bouquin, c'est tout simplement que la préface en fait est plus vieille de 10 ans par rapport à la première édition. Le livre en fait est sorti en 2000. Donc Christelle Sauval nous sort un bouquin qui a déjà 17 ans. Et puis la préface qui se trouve de Corrado Malanga, c'est la préface de la 2e édition, et là entre-temps il a complètement évolué. Il est parti dans des
des théories très osées. Il pense qu'il a compris ce que cherchent les aliens, c'est le secret de l'immortalité, que nous, les pauvres terriens, nous détiendrions ce secret sans le savoir. Donc, les aliens nous exploitent pour pouvoir, eux, réussir à obtenir l'immortalité. Donc l'idée, ça serait que quand vous êtes abducté, vous allez produire un hybride. Cet hybride, on va lui implanter dedans l'esprit de l'alien. Comme ça, l'alien va pouvoir mourir tranquillement. Ils vont pouvoir récupérer l'esprit de l'alien qui est dans le corps de l'abducté et le réimplanter dans un nouveau corps d'alien. Donc en fait, c'est tout à fait, ça ressemble beaucoup au scénario de Battlestar Galactica version 2, avec les Cylons, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Et voilà, bon, en plus, Corrado Malanga n'est pas du tout impressionné par le fait que son témoin a lu beaucoup de science-fiction, a vu des tas de films de science-fiction, il le reconnaît lui-même, mais bon, Corrado Malanga avance. Alors moi, je veux quand même parler de ce livre parce que, bien qu'il soit, peut-être pour son côté décevant, il est quand même très intéressant parce que c'est quand même un livre qui était considéré comme important et ça vaut le coup, je pense, de le lire, de se faire une idée personnelle. Voilà, je vous ai peut-être pas donné envie de le lire, mais en tout cas, il est complexe et malgré tout intéressant parce que ça, comment dire, la plupart des récits d'abduction viennent des États-Unis et ne sont pas aussi détaillés. On donne le résultat de l'enquête, on ne donne pas la méthodologie. Et là, la méthodologie est détaillée et on est capable de la juger. Si vous lisez le livre, vous verrez que Corrado Malanga pilote son témoin, le pousse à dire ce qu'il a envie de dire. Voilà, j'arrête là sur ce livre. Maintenant, dans un domaine assez différent, bon, j'ai d'autres informations que je peux vous donner après la conférence, si vous voulez. J'ai des sites internet. Les sites internet, il y a plus d'informations. Maintenant, un livre qui s'appelle OVNI et le nucléaire, par Daniel Arendt. Daniel Arendt, je ne connaissais pas bien, je sais que c'est un ufologue du Sud-Ouest qui est surtout connu pour ses études sur les crop circles. Il a publié pas mal de livres, 3-4 livres sur ce sujet. Donc, et puis, pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que je m'intéresse au nucléaire, je suis plutôt contre, mais je m'y intéresse quand même. Et puis, donc, OVNI nucléaire, j'avais jamais vu de quelque chose qui traitait ce sujet. On m'avait donné des avis négatifs, parce que, bon, c'est un livre de JMG, et M. Bonvin a écrit une préface. Donc, vous savez que dans l'ufologie, il y a plein de chapelles, et certaines chapelles ne s'aiment pas les autres. Mais moi, je pense qu'ici, on est à OVNI Paris, on est œcuménique, et donc il faut tout lire, il faut tout voir, et laisser les gens s'exprimer. Donc, il y a une préface de Fabrice Bonvin. Il y a des choses qui me vont bien dans cette préface. Par exemple, quand il dit « La question n'est pas de savoir si ce phénomène existe, mais de répondre à deux questions, d'où vient-il et quelles sont ses intentions ?» Je suis pour. Il met aussi vraiment... Il parle beaucoup de l'importance du nucléaire, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il y a toutes ces milliers de missiles qui sont prêts à partir, à nous atterrir dessus. Il y a toutes ces centrales, il y a tous ces problèmes. Et bon, c'est bien de répéter. Par contre, évidemment, j'ai accroché un peu moins parce que Fabrice Bonvin part tout de suite dans sa théorie de l'idéalisme. C'est-à-dire que pour lui, le monde n'existe vraiment que dans la conscience subjective et pas réellement dans la réalité objective. Donc à partir de là, peut-être parce que je suis de formation scientifique, mais j'ai un peu de mal à accrocher. Je veux bien croire que la conscience joue un rôle considérable dans le phénomène OVNI, c'est assez clair. Mais de là à dire que le monde réel n'existe pas, que je me tape la tête, c'est uniquement dans la conscience, déjà j'accroche pas. Peut-être que je fais une... comment dire, je fais une caricature de la pensée de Bonvin, mais parce que je sais que dans les gens de l'OVNI et conscience, comme Bonvin, il y a des gens qui sont plus
qui ont une analyse plus fine. Et là, j'ai l'impression que lui, non, il en reste à dire qu'il faut sortir du paradigme matérialiste, etc., etc. Bon, c'est une idée. Et puis, il a des arguments un peu vieillots. Il pense que les ovnis franchissent le mur du son sans causer de bande supersonique. Donc, c'est louche. Et il y a un type de nommé Jean-Pierre Petit qui, si jamais il entend ça, il faut qu'il se calme parce qu'il a prouvé depuis longtemps que ce n'est pas du tout un problème et techniquement possible de franchir le mur du son sans faire de bande. Bon, j'arrête là sur la préface de Bonvin. On va dire que Bonvin et moi, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Donc il y a une introduction qui est un petit résumé de l'ouvrage, avec une partie des ovnis, le nucléaire et une nouvelle compréhension du phénomène ovni. Alors ensuite, dans le livre, il y a 5 chapitres, donc c'est intéressant, surtout pour des gens qui ne suivent pas l'ufologie depuis longtemps. Par exemple, le chapitre 1, il nous parle le comportement ostensible au-dessus des installations nucléaires. C'est un rappel d'affaires anciennes et puis de l'ampleur du problème nucléaire. C'est vrai qu'il y a eu, aux États-Unis notamment, un grand nombre d'affaires où des ovnis ont survolé des centres nucléaires, des centres de retraitement, des centrales, des zones d'essais nucléaires. Chapitre 2, pareil, il va nous parler des interventions matérielles ciblées sur les missiles nucléaires. On connaît les affaires qui sont passées dans l'Ouest américain et les missiles ont été désactivés. C'est assez connu, mais peut-être que pour les gens qui découvrent que l'ufologie, ce sont des rappels intéressants. Ensuite, il y a un chapitre très important sur Tchernobyl, donc sous-titré « Les circonstances de la catastrophe revisitée ». En effet, il va détailler la catastrophe de Tchernobyl et va nous donner une hypothèse un petit peu parallèle, non pas marginale. Bon, c'est assez personnel puisqu'il pense que l'origine de la catastrophe n'est pas uniquement due aux négligences et à l'incompétence du directeur de la centrale, mais ça sera en rapport avec un problème électrique. Et lui pense, c'est pas lui, il cite un scientifique français, dont j'ai oublié le nom, qu'il y aurait intervention des monopoles magnétiques. Bon, pourquoi pas. Sauf que les monopoles magnétiques ne sont pas reconnus scientifiquement. Un monopole magnétique, ça serait l'équivalent pour le magnétisme de l'électron ou du positon pour l'électricité. Et ce serait un porteur de charge magnétique. En réalité, on n'a jamais réussi à dissocier le magnétisme positif et négatif. Il y a un champ magnétique, et puis c'est tout. Pour les monopoles, c'est une hypothèse, mais ça n'a pas été encore découvert. Par contre, il fait remarquer qu'ici, il y a eu des phénomènes lumineux, vraiment des anomalies importantes en termes de phénomènes lumineux au-dessus de la centrale. Il y a cet aluminium qui a été expulsé de la centrale. On ne sait pas quelle en est l'origine. Il pense que, en réalité, c'est lié à l'intervention des extraterrestres qui aurait empêché une catastrophe majeure parce que la centrale, on le sait maintenant, a explosé réellement. Il y a eu une explosion nucléaire à Tchernobyl, ce qui n'a pas été dit au début. Récemment, les scientifiques suédois ont réétudié tout le dossier. On dit oui, il y a bien eu une explosion nucléaire. Et par une explosion nucléaire, c'est-à-dire une réaction en chaîne qui s'emballe et qui fait exploser le réacteur. Mais bien sûr, ce n'est pas une réaction très violente, comme une bombe atomique, puisque c'est un pétard mouillé par rapport à une bombe atomique. Mais n'empêche que comme il y a une énorme quantité de carburant nucléaire dans une centrale comme Tchernobyl, pour n'importe quelle autre centrale, si ça avait vraiment explosé à fond, ça aurait été un désastre majeur. Peut-être que toute l'Europe serait inhabitable, alors qu'il y a juste une toute petite quantité, enfin, par rapport à ce qui aurait pu, une petite quantité de matières radioactives qui ont été éjectées. Donc voilà, donc il pense prouver qu'on est passé très près des catastrophes et que ce sont les extraterrestres. Ces fameuses lumières, en fait, c'était des vaisseaux qui sont venus et qui ont empêché la grosse catastrophe. Il parle un peu de Fukushima, mais très vite. Il ne connaît pas bien le sujet, mais il en parle assez vite. Et c'est un peu dommage, parce que là aussi, il y a les mêmes observations. Là aussi,
il y a eu une explosion, il y a eu une projection de morceaux de carburant nucléaire un peu partout. Il y a eu aussi des lueurs qui ont été observées, on ne comprend pas l'origine. Ensuite, eh bien, il se pose la question, qui sont ces gens qui veillent sur nous, qui empêchent les grosses catastrophes nucléaires de se passer, qui surveillent les missiles nucléaires, qui surveillent tous les centres, qui interviennent sur Tchernobyl. Et il arrive à la conclusion, très rapidement, que ce ne sont pas, ça ne peut pas être des vaisseaux spatiaux. Il n'est pas partisan de l'hypothèse extraterrestre. Il n'explique pas réellement pourquoi. En réalité, c'est son opinion, c'est une opinion préétablie chez lui. Parce que cette opinion, il est arrivé par l'étude des crop circles. Il est persuadé que certains crop circles sont d'origine non humaine, voire surnaturelle. Et même si beaucoup sont faits par des plaisantins, par des gens qui font des blagues, il arrive à la conclusion que certains crop circles sont faits en fait par des forces de la nature, des élémentaux, ça s'appelle, des êtres de lumière. Et donc, puis en fait, à partir de là, de cette certitude qu'il a, que ces choses-là existent, il pense qu'on a besoin d'une approche nouvelle, qu'il faut en fait mélanger la tradition occidentale avec des données modernes comme celle de Rudolf Steiner, qui était un ésotériste bien connu, qui a eu des actions dans de nombreux domaines, dont l'agriculture, la médecine et les connaissances traditionnelles. Il fait allusion aussi, il en parle beaucoup, de la tradition islamique, parce que c'est vrai que dans la tradition islamique, les djinns, c'est très présent, ça fait vraiment partie du credo musulman, alors que dans la religion chrétienne, les anges et les démons, c'est quand même assez accessoire, mais dans la religion musulmane, c'est très important. Et il parle aussi de la tradition africaine, parce qu'en Afrique, il y a aussi des génies, et il montre que tout ça, ça se ressemble beaucoup, c'est la même chose pour lui. Dans tous les pays du monde, les hommes, autrefois, voyaient les mêmes choses, que ce soit en Occident, en Orient, en Afrique. Donc il en conclut que réellement, ces faits, ces farfadets, ces êtres de la nature existent, et ils font... Alors, il leur donne même une description, je ne vais pas trop détailler, mais disons qu'ils ont un corps subtil, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir transparents, disparaître sur place, mais ils peuvent aussi se matérialiser. Ils sont extrêmement intelligents, ils sont aussi assez blagueurs, ils aiment bien ennuyer les humains. Enfin, oui, c'est la notion de fée, de farfadet, d'esprit de la nature. Et donc, à partir de là, il dit qu'il faut, pour comprendre vraiment le phénomène, il faut revenir à la science spirituelle, ce qu'il appelle la science spirituelle, c'est-à-dire la science traditionnelle. Les ovnis sont d'origine terrestre, mais ils proviennent de ces êtres. Voilà. Donc, à mon avis, c'est intéressant. Je veux dire, la partie descriptive du nucléaire, elle n'est pas géniale, mais elle est quand même assez bien faite. Et pour des gens qui ne connaissent pas le sujet, c'est quand même intéressant. Sauf peut-être sur Tchernobyl, où ces thèses sont quand même un petit peu, un peu spéciales. Et puis d'un autre côté, tout ce qui développe sur la tradition, c'est intéressant. C'est pas vraiment nouveau en réalité, et c'est pas stupide, parce que des ufologues comme Jacques Vallée avaient déjà à l'époque de Jacques Vallée, on était rentré dans cette étude, et il n'est pas le seul après Jacques Vallée, il y en a d'autres. Et puis cette idée, d'une certaine façon, elle peut tenir la route. Donc, moi, ce qui me reproche au livre, c'est qu'il ne prouve pas. Il colle une partie descriptive sur le nucléaire, et ensuite il met son hypothèse, mais il n'y a aucune preuve que vraiment ces êtres de la nature sont vraiment responsables de ce qu'ils pensent être des interventions bénéfiques pour eux. C'est un livre assez optimiste, parce que souvent, tous ces êtres veulent nous exploiter, veulent nous hybrider, etc., etc. Et là, au contraire, ils veillent sur nous, parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas assez intelligent pour manager nous-mêmes la planète Terre. Et pas seulement dans le domaine nucléaire, mais dans d'autres domaines. Voilà, donc je trouve que c'est un livre qui vaut le coup, qui peut valoir le coup d'étude. C'est pas peut-être le plus grand des bouquins, mais c'est bien. Voilà, donc
J'arrête là pour mes critiques littéraires. Et